C'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un livre que vous jugez exceptionnel. Exceptionnel, Un chagrin français d'Anne Rosencher. Oui, un livre qui sort aujourd'hui. Un chagrin français, mais pas un désespoir français. Car cet ouvrage, traversé par une poignante inquiétude, n'a pas été écrit à l'encre de la capitulation. Dans ce beau livre, Anne Rosencher cherche à comprendre sa France perdue. Elle cherche aussi à la retrouver. Comme quoi, il y a en ce bas monde, dis-je, des nostalgies fécondes. Il y a chez elle un amour sincère, profond, tourmenté, pour tout dire finkielkrautien de sa patrie, la seule qu'elle est et qu'elle a peur de perdre. Vous avez donné le titre de l'ouvrage, mais son programme tient dans le sous-titre. Populisme, progressisme, vivre ensemble, ces mots qui nous enferment. Ces trois mots, ces trois concepts, ou plutôt ces trois slogans, dominent l'esprit de l'époque et Anne Rosencher entend les décrypter. Populisme d'abord. Le terme, on le sait, sert moins à décrire qu'à décrier, même si certains, aujourd'hui, revendiquent l'étiquette pour inverser le stigmate. Étrange époque qui ne mentionne le peuple que de manière péjorative pour le maudire. Citons Rosencher, n'est-il pas problématique de regrouper en gros tout ce qui, à tort ou à raison, déplaît à la majorité de l'élite sous un même terme bannière avec la racine peuple dedans? Progressisme ensuite. Anne Rosencher tolère mal qu'on sacrifie la question sociale aux lubies belliqueuses qu'on assimile généralement au politiquement correct, au néo-féminisme, au multiculturalisme et autres variétés de la même idéologie qui s'acoquinent sans gêne et même avec grand plaisir au capitalisme à l'américaine, comme elle le fait remarquer. Vivre ensemble, enfin. C'est un paradoxe connu. Nous n'en avons jamais autant parlé que depuis que nous ne vivons plus ensemble. Nos sociétés sont décomposées. On pourrait dire qu'elles ne savent pas ce qui les rassemble. En fait, elles ne savent même plus ce qui les divise. Elles sont confuses, illisibles et pour cela insaisissables et impuissantes. Elles ont perdu leur substrat culturel. Nos sociétés font aussi l'expérience d'un antisémitisme nouveau qu'une partie de la gauche ne veut pas regarder en face, puisque cela l'obligerait à constater que la société multiculturelle porte sa part d'ombre. Alors Anne Rosencher s'intéresse beaucoup, elle est très attentive au vocabulaire qui est utilisé par la classe politico-médiatique. N'est-ce pas une des grandes leçons du XXe siècle? Anne Rosencher a compris que la déréalisation du monde passe par la déréalisation du langage. Ne résistons pas au plaisir de la citer de nouveau. Je cite, « Il est arrivé grand malheur au discours politique, il est devenu incompréhensible et urticant. La technocratie et la communication ont accouché d'un charabia qui rend la parole de nos dirigeants inaudible. » Elle ajoute piquante, « Rien n'arrête le progrès lexical, pas même le sens des choses. » Anne Rosencher est aussi une fervente républicaine. Vous me répondrez, quoi de plus banal en France où tout est républicain? Eh bien voilà, elle débanalise la référence à la République, elle exhume sa part sacrée, sa part péguiste, elle expose les mœurs sans lesquelles elle s'assèche. Chez Anne Rosencher, la République n'est pas, comme c'est trop souvent le cas, désincarnée. Elle parle moins sur le mode incandescent des valeurs républicaines que d'une manière d'incarner la France qu'était la République. On y trouve le désir du commun, et tout cela porte à conséquence. Elle rappelle ainsi que la question du voile ne posait pas seulement celle du féminisme ou de la laïcité, mais d'abord celle de l'assimilation. Et elle frappe juste, je cite encore, « Réduire ceux qui déplorent le développement des signes ostentatoires d'appartenance à une bande de xénophobes est un contresens. » Au cœur de la République, nous dit Anne Rosencher, on trouve une foi, un appétit. La République, il s'agissait peut-être d'un petit miracle, comme elle le dit de la Légion étrangère, mais ce miracle a bien existé, elle l'a connu, elle l'a vu s'effilocher, presque mourir, mais rappeler qu'elle a existé, cela revient à dire qu'elle peut renaître. Républicaine de gauche même, elle l'est assurément, elle est peut-être de ce point de vue la meilleure héritière de Marcel Gauchet dans la vie intellectuelle française. Et c'est parce qu'elle est sincèrement républicaine qu'elle est profondément démocrate et rappelle que le respect de la souveraineté populaire est vital. Revenant sur le Brexit, elle invite ses opposants à respecter leurs adversaires. Ce n'est pas gagné d'avance, on sait le traitement qui leur a été réservé. Ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne étaient assimilés à des gueulards malodorants, à des pecnos, à des bouseux, trop idiots pour comprendre que l'avenir du monde est au dépassement des nations. Mais qu'on ne se trompe pas, et c'est essentiel, ce n'est pas parce qu'elle critique les élites qu'Anne Rosencher idéalise le peuple. C'est une désenchantée de la décence commune théorisée par Orwell, ce qui ne l'empêche pas de croire manifestement qu'il existe, chez le commun des mortels, un fond de bon sens sans lequel aucune renaissance n'est possible, ni même envisageable. Bon, je comprends que ce livre est particulièrement éclairant, à moins de 100 jours du premier tour de la présidentielle. Alors voilà, je pourrais poursuivre longtemps cette recension, mais j'espère vous avoir convaincu de l'essentiel. Ce livre est brillant, ciselé, profond, subtil. J'allais aussi oublier de vous dire qu'il est magnifiquement écrit. Lisez-le dès que vous le pouvez. Vous ne saurez pas nécessairement pour qui voter en le terminant, mais vous saurez que la France vaut la peine d'être poursuivie. En tout cas, vous y avez mis du lyrisme, ça donne envie de le lire. Anne Rosencher, Un chagrin français. Merci Mathieu Bocoté.